Il y a quelque chose d'obscène dans la manière dont tu regardes certaines vies. Tu les observes de loin, compactes, cohérentes, presque taillées dans une matière plus noble que la tienne, et tu en conclus en silence que la tienne manque de poids. Tu vois des figures devenues repères, des noms qui ont traversé l'histoire comme s'ils avaient toujours su où aller, et, face à eux, ton existence te paraît fragmentée, hésitante, inférieure. C'est là que l'erreur commence. Pas dans le manque d'ambition. Pas dans la comparaison elle-même. Dans l'idée plus souterraine, plus humiliante, selon laquelle une vie ne vaudrait qu'à proportion de son éclat visible. Comme s'il fallait laisser une trace spectaculaire pour avoir réellement vécu. Comme si la signification devait faire du bruit pour être légitime. Pourtant, ce qui donne sa densité à une existence ne se laisse presque jamais photographier. Ce ne sont pas seulement les accomplissements qui comptent, mais les tensions intérieures qu'ils ont exigées, les conflits souterrains, les renoncements invisibles, les fidélités que personne n'a applaudies. Une vie peut paraître modeste et contenir davantage de vérité qu'un destin admiré de tous. Elle peut sembler banale depuis l'extérieur et pourtant être le lieu d'un affrontement radical entre ce qu'un être montre, ce qu'il refoule, ce qu'il craint, ce qu'il devient. C'est cela que presque tout le monde oublie. On regarde les résultats, jamais les profondeurs qui les ont rendus possibles. On envie la forme finale, on ne voit pas la matière obscure qu'il a fallu traverser. Et c'est précisément là que l'œuvre de Jung devient dérangeante. Parce qu'elle retire à l'existence son décor moral habituel. Elle ne demande pas d'abord ce que tu as obtenu, ni quelle place le monde t'a accordé. Elle demande une chose plus inconfortable. Qui es-tu lorsque personne n'est là pour confirmer ton image? Qui es-tu lorsque tombent les rôles, les intentions flatteuses, les récits que tu préfères raconter sur toi-même? Qui es-tu quand la lumière du conscient ne suffit plus à te protéger de ce qui attend derrière elle? La plupart des gens vivent à la surface d'eux-mêmes et appellent cela se connaître. Ils savent dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, ce qu'ils supportent mal. Ils connaissent leurs opinions, leurs souvenirs les plus accessibles, leurs justifications favorites. Ils prennent cette familiarité pour une connaissance de soi. Mais ce n'est souvent qu'une gestion correcte de leur façade. Car le moi conscient n'épuise rien. Il organise. Il sélectionne. Il compose une image acceptable, supportable, souvent utile, mais radicalement incomplète. Au centre, il y a l'ego, cette forme de continuité à laquelle tu t'accroches pour pouvoir dire « je ». Mais autour de lui, sous lui, avant lui, il y a une matière plus vaste, plus ancienne, plus embarrassante aussi. Un ensemble de contenus que tu ne maîtrises pas, que tu ne revendiques pas, parfois même que tu refuses de reconnaître. C'est là que réside l'ombre. Non pas un simple réservoir de défauts grossiers, comme on le répète trop vite, mais tout ce que tu as repoussé hors du champ du visible pour pouvoir continuer à te tenir devant les autres sans vaciller. Colère, envie, paresse, cruauté, besoin de domination, honte, désirs contradictoires, impulsions inavouables, élans infantiles, aptitudes dédaignées, par de puissances que tu as appris à considérer comme dangereuses. Ce que tu as rejeté n'a pas disparu. Cela s'est enfoncé. Et plus tu te confonds avec ton personnage social, plus cette séparation devient coûteuse. Jung parlait de persona pour désigner ce masque psychique grâce auquel l'individu circule dans le monde, obtient une place, inspire la confiance, évite certains rejets. Ce masque n'est pas forcément mensonger. Il est souvent nécessaire. Le problème commence lorsqu'il devient une prison élégante. Lorsqu'un être se réduit à la figure qu'il doit maintenir pour rester recevable aux yeux des autres. Alors tout ce qui contredit cette présentation est relégué dans l'ombre, et la vie intérieure se scinde. D'un côté, ce qui peut être montré. De l'autre, ce qui doit rester enfoui. D'un côté, la cohérence sociale. De l'autre, la vérité psychique. Et à partir de là, l'existence se dérègle lentement. Pas toujours de façon spectaculaire. Par fatigue. Par déformation. Par perte de contact avec soi. Tu crois alors chercher ton but, mais tu le cherches avec une conscience amputée. Tu veux savoir ce que tu dois faire de ta vie sans même avoir rencontré celui ou celle qui, en toi, devra vivre cette vie. Tu t'orientes avec des cartes incomplètes. Tu poursuis parfois un idéal qui n'a rien à voir avec ta structure profonde, seulement parce qu'il est valorisé, rassurant, présentable. Puis tu t'étonnes de ne pas sentir de nécessité intérieure. De ne pas être traversé par cette certitude qu'on attribue aux êtres appelés. Mais peut-être que le problème n'est pas l'absence de vocation. Peut-être qu'il vient du fait que tu t'adresses à toi-même comme à un étranger. Se connaître ne consiste donc pas à raffiner son image,
ni à polir sa version socialement lisible. Se connaître commence souvent par une humiliation lente. Celle de découvrir que l'on n'est pas aussi unifié qu'on le croyait. Que certaines réactions ne viennent pas de la liberté, mais de vieux automatismes. Que l'on condamne chez autrui des mouvements que l'on porte en secret. Que l'on s'invente parfois une noblesse morale pour ne pas voir la peur, la dépendance, l'envie ou l'agressivité qui travaillent en dessous. Ce déplacement est brutal parce qu'il enlève le confort de l'innocence psychique. Il devient alors impossible de croire encore que l'on est simplement comme ci ou comme ça. On entre dans une zone plus troublante où la personne qu'on pensait être cesse de suffire. Le travail de l'ombre commence ici. Non pas dans une grande scène de révélation, mais dans une attention presque impitoyable portée à ses propres mouvements. Pourquoi ai-je réagi ainsi? Qu'est-ce qui s'est contracté en moi à ce moment-là? Que ai-je voulu protéger? Qu'est-ce que j'ai cherché à obtenir sans me l'avouer? Quelle part de moi s'est sentie vue, menacée, humiliée, privée? Ce type de question n'a rien d'agréable. Elle n'offre ni exaltation ni consolation. Elle retire au sujet la possibilité de se raconter avec trop de facilité. Elle le force à observer ce qu'il fait réellement, et non ce qu'il croit faire. C'est une discipline plus exigeante que la sincérité. Car beaucoup se disent sincères tout en restant aveugles à l'essentiel. Il faut parfois écrire pour se surprendre. Parfois rester en silence assez longtemps pour que les justifications se fatiguent. Parfois suivre la trace de certains jugements trop vifs contre les autres. Car ce qui t'irrite avec violence n'est pas toujours extérieur à toi. Souvent, c'est une projection. Tu attaques chez l'autre ce que tu refuses de regarder en toi, ou bien ce que tu t'interdis si sévèrement que le simple fait de le voir incarné ailleurs réveille une hostilité immédiate. Celui qui méprise durement l'égoïsme porte parfois un rapport trouble à son propre besoin. Celui qui ne supporte pas l'arrogance a souvent un conflit ancien avec sa propre puissance. Celui qui condamne l'indiscipline vit quelquefois sous la menace de ses pulsions non reconnues. Tu crois juger. En réalité, tu révèles. Voilà pourquoi la connaissance de soi n'est jamais une opération lisse. Elle demande non seulement de voir, mais de supporter ce que l'on voit sans transformer aussitôt cette découverte en nouveau masque. Car reconnaître son ombre ne veut pas dire s'y soumettre. Il ne s'agit pas de se définir par sa colère parce qu'on l'a enfin admise, ni de faire de sa dureté un drapeau sous prétexte qu'elle existait déjà. Il s'agit d'intégrer sans idolâtrer, d'accepter l'existence de ses forces sans leur abandonner le gouvernement intérieur. L'ombre n'est pas une identité. Elle est une région de la psyché qui réclame d'être reconnue pour cesser d'agir en contrebande. Ce qui rend cette confrontation décisive, c'est qu'une part énorme de la souffrance psychique vient moins de ce que nous sommes que de ce que nous refusons d'être. Tant qu'un trait reste refoulé, il agit sans forme, sans nom, sans médiation. Il se glisse dans les relations, contamine les décisions, surgit au mauvais moment. L'individu qui se veut impeccablement calme découvre un jour sa propre violence dans une explosion absurde. Celui qui se croit au-dessus de certaines mesquineries se surprend à désirer secrètement l'échec d'un autre. Celui qui se pense généreux découvre, dans une circonstance précise, combien son don exigeait en retour reconnaissance, dépendance ou admiration. Ce ne sont pas des accidents isolés. Ce sont des retours du refoulé. Et ils coûtent cher parce qu'ils humilient précisément là où l'image de soi se croyait pure. C'est pourquoi ignorer ces parts sombres ne les rend pas inoffensives. Au contraire, le refoulement leur donne un pouvoir diffus, souvent plus destructeur que leur reconnaissance. Une colère connue peut devenir une force de protection, de limite, de refus légitime. Une colère niée attend l'épuisement, puis se venge. L'envie, admise, peut renseigner sur un désir trahi, sur une direction de vie abandonnée. L'envie niée se transforme en amertume ou en sabotage. La paresse, comprise, peut signaler un besoin de retrait, une saturation, parfois même une résistance justifiée à une existence qui n'a plus de centre. La paresse méprisée de l'intérieur peut conduire à l'effondrement. C'est là l'un des renversements les plus difficiles à admettre. Les contenus sombres ne sont pas seulement des défauts à éliminer. Ils sont aussi des messages déformés, des puissances mal orientées, des fragments de vie psychique rendus incompatibles avec l'image que nous voulons maintenir. Intégrer l'ombre, au sens jungien, ce n'est donc pas devenir plus indulgent envers tout ce qui en nous ébat. C'est apprendre à traiter psychiquement ce qui, sans cela, agirait comme une force clandestine. Il s'agit de rétablir une circulation là où l'on avait installé des murs.
de reconnaître que le sujet humain n'accède pas à sa profondeur en sélectionnant les parties acceptables de lui-même, mais en devenant capable de tenir ensemble des éléments contradictoires sans se dissoudre. Cette opération ne produit pas la pureté. Elle produit quelque chose de plus rare et de moins flatteur. La complétude. Or une fois ce travail amorcé, une question plus grave apparaît. À quoi cela sert-il? À quoi bon se voir avec plus de précision si cette lucidité rend d'abord l'existence plus lourde? Car il faut le dire. Découvrir son ombre ne soulage pas immédiatement. Cela peut même rendre certains jours plus difficiles. On ne peut plus se réfugier aussi facilement dans les récits avantageux. On ne peut plus attribuer systématiquement aux circonstances ce qui relève aussi d'une faille interne. On ne peut plus prétendre être simplement victime de sa vie quand on a commencé à voir la part de passivité, de peur, de complaisance ou de division qui participe à certaines impasses. Beaucoup reculent ici. Non parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils pressentent qu'à partir de ce point, ils ne pourront plus vivre avec la même innocence. Et pourtant, c'est seulement à partir de cette lucidité plus coûteuse qu'une vie peut commencer à devenir véritablement signifiante. Non parce qu'elle serait soudain claire, ni parce qu'une mission tomberait du ciel avec son mode d'emploi, mais parce qu'un être qui a commencé à se rencontrer cesse peu à peu de chercher hors de lui des formes de validation qui contredisent sa vérité profonde. Il devient plus difficile à détourner. Plus difficile à séduire avec des idéaux étrangers à sa structure. Plus difficile à acheter symboliquement. Ce déplacement modifie tout. Tu n'agis plus seulement pour obtenir une image. Tu agis depuis une nécessité plus dense, parfois moins spectaculaire, mais infiniment plus réelle. C'est ici qu'il faut détruire une autre illusion. Beaucoup imaginent que le sens d'une vie se découvre dans la pensée pure, dans l'introspection prolongée, dans l'accumulation d'analyses subtiles. Comme si comprendre devait suffire. Comme si l'on pouvait atteindre sa vérité en restant à l'intérieur de sa tête, dans une contemplation parfaitement articulée de soi-même. Jung, sur ce point, est beaucoup plus dur qu'on ne le croit. L'être humain ne devient pas lui-même en méditant indéfiniment ce qu'il pourrait être. Il devient lui-même dans l'épreuve de l'acte. Non dans le discours sur ses valeurs, mais dans les gestes qui les incarnent. Non dans l'intention proclamée, mais dans la forme de vie effective qu'il consent à bâtir. C'est une idée plus violente qu'elle n'en a l'air. Car elle retire toute grandeur au possible non vécu. Tu peux te dire sensible, profond, courageux, fidèle, créatif, appelé à quelque chose d'exigeant. Tant que cela ne s'inscrit pas dans une action, cela demeure une hypothèse flatteuse. La vie intérieure adore les promesses qu'elle n'aura pas à honorer. Elle peut s'enivrer très longtemps de projets, de dispositions, de futurs imaginés. Mais le sens ne naît pas dans cette réserve potentielle. Il naît lorsqu'un sujet entre dans le réel avec ce qu'il a découvert de lui-même. Et cela suppose de cesser d'être uniquement réactif. La plupart des existences restent réactives. On attend que les occasions se présentent, que l'énergie revienne, que les autres fassent le premier pas, que la vocation se rende incontestable, que le moment soit enfin assez clair pour que le risque diminue. En attendant, on s'ajuste. On gère. On temporise. On appelle prudence ce qui est parfois peur, maturité ce qui n'est que retard organisé, lucidité ce qui masque souvent une fuite sophistiquée devant l'engagement. On ne voit pas tout de suite le prix de cette posture. Il est discret. Une perte de densité. Une impression d'habiter sa propre vie avec un léger décalage. La sensation de commenter son existence au lieu de l'ouvrir. Vivre activement ne signifie pas s'agiter. Cela signifie accepter que certaines directions n'apparaîtront qu'au prix d'un geste initial. Tu veux écrire. Écris avant de te sentir légitime. Tu veux transformer une relation à la matière, au travail, à la transmission, à la pensée. Commence avant que la confiance t'accorde sa permission. Tu veux donner une forme plus juste à ta vie. Cesse d'attendre que le sens précède absolument l'action. Très souvent, c'est l'action qui dévoile le sens qu'elle semblait exiger auparavant. Le sujet découvre sa vérité en la risquant. Alors viennent les questions qui comptent réellement. Non pas celles que l'on formule pour donner une apparence de profondeur à ses doutes, mais celles qui obligent à se situer. Qu'est-ce que je sers quand personne ne me regarde? Qu'est-ce que je préfère trahir lorsque le conflit devient coûteux? Qu'est-ce que je ne peux pas faire sans me dégrader? Qu'est-ce que je repousse sans cesse alors même qu'une partie de moi sait qu'il faudrait y entrer? Quel geste, s'il devenait régulier, transformerait ma structure de vie?
À quoi ai-je donné un statut d'impossibilité alors qu'il ne s'agit peut-être que d'une peur à laquelle j'ai cédé trop tôt? Ce sont des questions sans douceur. Elles n'embellissent rien. Elles n'encouragent pas. Elles assignent. Et derrière presque tout ce qui reste en suspens, il y a le même gardien. La peur. Non pas toujours la peur visible, théâtrale, identifiable au premier regard. Souvent une peur plus instruite, plus subtile, qui sait se déguiser en nuances, en intelligence critique, en attente du bon moment. La peur du ridicule. La peur de l'insuffisance révélée. La peur de l'échec irréversible. La peur d'être ordinaire après avoir longtemps rêvé d'une intensité singulière. La peur de découvrir que le désir dont on parlait depuis des années ne survivra peut-être pas au contact du réel. Car agir détruit certaines illusions. Il oblige à renoncer à l'image intacte de soi comme promesse. Il expose à des retours, à des refus, à des disproportions que l'imaginaire ne connaissait pas. C'est pour cela que tant de gens préfèrent entretenir avec leur vocation un rapport abstrait. Tant qu'elle n'est pas mise à l'épreuve, elle reste parfaite. Tant qu'un livre n'est pas écrit, aucun texte ne peut le trahir. Tant qu'un engagement n'est pas pris, aucune réalité ne peut le contredire. Tant qu'un choix n'est pas posé, l'ensemble des possibles conserve son prestige. Le problème est que cette conservation n'a rien d'innocent. Elle finit par vider l'existence. À force de préserver les formes idéales de ce qui pourrait être, on ne construit rien qui puisse résister au temps. La vie devient un lieu de préparation infinie. Jung formule cela avec une brutalité calme. Là où est ta peur, là se tient ta tâche. Non pas parce que toute peur serait sacrée, ni parce qu'il faudrait transformer chaque angoisse en prophétie, mais parce que certaines peurs signalent précisément l'endroit où ton développement psychique se bloque. Là où tu trembles de manière disproportionnée, quelque chose en toi demande peut-être à naître sous une forme nouvelle. Là où tu évites avec le plus de raffinement, il y a parfois une frontière que tu sais devoir traverser. Non pour te prouver quelque chose. Pour devenir moins fractionné. Cela ne signifie pas qu'il faille se jeter aveuglément dans tout ce qui effraie. Le courage n'est pas une ivresse. Il suppose une préparation réelle, un examen lucide des conséquences, une capacité à distinguer le probable du fantasme catastrophique. Celui qui veut avancer doit apprendre à penser ses risques sans devenir l'esclave de scénarios délirants. Il faut regarder ce qui peut objectivement arriver, préparer ce qui peut l'être, accepter ce qui ne dépendra pas de soi. Puis entrer quand même. À un moment, la réflexion doit céder la place au passage. Autrement dit, la peur ne disparaît pas avant l'acte. Elle l'accompagne. Et l'individu mûrit lorsqu'il cesse d'exiger d'elle qu'elle se retire pour commencer à vivre. Mais il y a une vérité encore moins confortable. Même si tu fais ce travail, même si tu regardes ton ombre, même si tu agis au lieu d'attendre, même si tu avances vers ce qui t'effraie, il n'existe aucune promesse de vie lisse. Aucune technique de profondeur ne te donnera une trajectoire sans perte. Rien ne garantit que le sens protégera de la déception. Bien au contraire. Plus une vie devient engagée, plus elle s'expose. Plus un être vit depuis son centre, plus il renonce aux anesthésies sociales ordinaires. Il ressent davantage ce qui échoue, davantage ce qui se défait, davantage ce que le monde refuse. C'est le prix réel de la densité. Voilà pourquoi l'idée d'une vie heureuse, au sens naïf du terme, est psychiquement pauvre. Une existence entièrement composée de satisfaction, de validation et de continuité positive serait non seulement improbable, mais presque vide d'épaisseur. La joie n'acquiert une gravité véritable qu'à l'endroit où elle a rencontré son contraire. La force ne se reconnaît qu'après ce qui aurait pu la briser. La fidélité à soi ne prend son poids qu'après les moments où la facilité invitait à se trahir. L'échec n'est pas un accident extérieur au sens. Il peut en devenir une composante centrale, non parce qu'il serait beau en lui-même, mais parce qu'il révèle, redistribue, oblige à une relecture plus profonde de ce que l'on croyait chercher. Quand quelque chose se casse dans ta vie, ce n'est pas seulement une contrariété à dépasser. C'est aussi un événement de connaissance. Une perte t'apprend où tu étais attaché. Une humiliation montre quelle image de toi devait mourir. Une tentative avortée révèle parfois ce que tu voulais vraiment, et ce que tu poursuivais seulement pour rester conforme à une attente admirée. Un refus venu du monde t'oblige à distinguer ce qui en toi relevait de la nécessité, et ce qui relevait du prestige. Rien de cela n'a le charme de la consolation. Mais c'est souvent ainsi qu'une vie cesse d'être décorative. Alors le sens change de place.
Il ne se trouve plus uniquement dans l'atteinte d'un résultat précis, ni dans la confirmation sociale d'une identité réussie. Il se déplace dans la qualité du rapport que tu entretiens avec ce que tu traverses, avec ce que tu oses, avec ce que tu deviens à travers les actes que tu consens à poser. Ce qui donne du poids à une vie, ce n'est pas seulement d'avoir obtenu. C'est d'avoir affronté ce qui devait l'être. D'avoir consenti à voir. D'avoir cessé de se raconter avec complaisance. D'avoir laissé tomber certains masques devenus trop étroits. D'avoir avancé malgré l'absence de garantie. D'avoir intégré un peu plus de soi au lieu de continuer à se présenter au monde comme une version soigneusement amputée. Une vie signifiante n'est donc pas une vie triomphante. C'est une vie qui accepte d'être traversée par plus de réalité. Plus de contradictions reconnues. Plus de conscience. Plus de responsabilité. Plus d'action. Plus de risques. Plus de vérité sur ses propres mobiles. Et cette tâche n'a pas de fin nette. Tu ne termines pas ton rapport à l'ombre. Tu n'achèves pas une fois pour tout le travail d'individuation. Tu recommences, sous d'autres formes, à d'autres profondeurs. Tu découvres encore ce que tu évitais. Tu te surprends encore là où tu te croyais établi. Tu redéfinis ce qui compte. Tu paies encore certains prix. Tu apprends à considérer autrement les ombres, les retards, les heurts, les cassures, non comme des preuves d'échec absolu, mais comme les matériaux à travers lesquels une existence cesse peu à peu d'être empruntée. Et peut-être qu'au fond, la question n'a jamais été de savoir si ta vie ressemblera à celle qu'on admire de loin. Peut-être qu'elle est plus sévère. Plus nue. Seras-tu capable de vivre une vie qui ne trahit pas ta structure profonde? Seras-tu capable de renoncer à l'image flatteuse pour gagner une forme de cohérence plus exigeante? Seras-tu capable de supporter ce que tu découvriras en toi sans courir te réfugier dans un nouveau masque? Seras-tu capable d'agir là où tout en toi préfère attendre encore? C'est là que tout se joue. Pas dans l'éclat. Dans la densité. Pas dans la grandeur visible. Dans le degré de vérité qu'une vie peut contenir sans se fuir elle-même. Si quelque chose en toi est resté immobile jusque-là, ce n'est peut-être pas par manque de désir, mais parce qu'une part plus profonde attendait qu'on cesse enfin de lui mentir.